La situation au Liban, 37 morts, plus de 3000 blessés dans le sud de Beyrouth et dans l'est du Liban. Cette explosion simultanée de beepers piégés, c'est mardi, puis des talkie-walkie hier, continue de secouer tout le pays. Avant d'accueillir nos invités, eh bien, c'est le récap de Valérie Brochard qui nous résume les derniers faits. Bonsoir Valérie. Bonsoir Myriam. Explosion meurtrière au Liban qui font craindre le pire. Et oui, Myriam, les détonations ont retenti dans la banlieue de Beyrouth, vous venez de le dire, dans le sud et l'est du Liban. 2 attaques ont été menées contre le Hezbollah avant-hier. Ce sont des beepers qui ont explosé et hier, des talkie-walkie piégés ont éclaté. Bilan provisoire, 37 morts et près de 3000 blessés. 2 attaques massives qui ne sont toujours pas officiellement revendiquée, mais pour tous, la signature est évidente, à commencer par le chef du Hezbollah. Des milliers de beepers ont été pris pour cible par l'ennemi israélien et ont explosé simultanément. Avec cette opération, l'ennemi a franchi toutes les limites, toutes les lois et toutes les lignes rouges. Il ne s'est soucié de rien, ni moralement, ni humainement, ni légalement. Alors le Hezbollah se sent humilié, ne laissera pas ces attaques sans réponse. Il se doit de remobiliser ses troupes, d'autant plus que du point de vue de l'État hébreu, la guerre entre dans une nouvelle phase. Pour le ministre israélien de la Défense, la trajectoire a changé. Le centre de gravité se déplace vers le nord. Cela signifie que nous réorientons progressivement nos forces, nos ressources et notre énergie vers le nord. L'État hébreu a un nouveau but, un nouvel objectif, faire revenir dans le nord du pays ces ressortissants qui avaient fui les roquettes lancées par le Hezbollah depuis le 7 octobre. De nombreuses unités d'élite sont déjà parties vers la frontière libanaise sous le regard impuissant de la communauté internationale. Du côté du Quai d'Orsay, regardez Myriam, la France exprime son inquiétude que les récents développements sécuritaires au Liban contribuent à une escalade dangereuse des tensions dans la région, une crainte partagée par le secrétaire d'État américain. Anthony Blinken était au Caire mercredi pile entre les 2 attaques. Les États-Unis n'étaient pas au courant de ces incidents et n'y ont pas participé. D'une manière générale, nous avons été très clairs et nous restons très clairs sur l'importance pour toutes les parties d'éviter toute mesure susceptible d'aggraver le conflit que nous essayons de résoudre à Gaza et de le voir s'étendre à d'autres fronts. Myriam, pendant que les beepers explosaient, eh bien Anthony Blinken était en train de négocier un cessez-le-feu en Égypte. Alors autant vous dire au moment où l'on se parle que la résolution votée le 10 juin dernier n'aboutira jamais. La question maintenant, c'est de jauger l'ampleur des intentions israéliennes, l'ampleur de la réponse libanaise, le positionnement de l'Iran qui reste le parrain du Hezbollah, mais qui n'a pas intérêt pour l'instant à déclencher une guerre totale de peur que l'on ne touche à ces installations nucléaires. Voilà en gros l'ordre du jour qui sera posé sur la table du Conseil de sécurité de l'ONU qui se réunira en urgence demain dès 15h. Merci beaucoup Valérie pour ce tour d'horizon des derniers faits. Alors, je vous présente mes invités. Merci d'avoir patienté. Vous avez compris que ce nouveau gouvernement avait la primeur sur LCP. Bonsoir Dominique Trinquant. Bonsoir. Merci d'être là, Général Trinquant, ancien chef de la mission française aux Nations Unies. Bonsoir Antoine Basbous. Bonsoir madame. Merci infiniment d'être là. Vous connaissez très bien le Liban, puisque vous êtes vous-même libanais, chercheur, auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Bonsoir Gallagher Fenwick. Bonsoir Myriam. Merci d'être là également, éditorialiste international LCI, ancien correspondant à Jérusalem. Et bonsoir David Rigolet-Rose de l'Iris, si je ne dis pas de bêtises, c'est bien ça, je cherche mes notes, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique et directeur associé à l'Iris. Je vais commencer par vous Antoine Basbous, parce que j'imagine que voilà, vous avez des proches sur place. L'onde de choc est totale, qu'avez-vous ressenti? Auriez-vous pu même imaginer une attaque d'une telle sophistication simultanée? Elle est absolument stupéfiante, cette attaque. C'est vrai, c'est d'un clic, à 2 reprises. Il y a eu près de 5000 blessés et quelques dizaines, peut-être centaines de morts, parce qu'il y a un embargo sur la réalité, sur les images et sur le nombre de blessés, de morts. C'est-à-dire C'est-à-dire le Hezbollah a ordonné à la presse, aux médias, aux journalistes de ne pas communiquer les images dont ils disposent.
On sait par les hôpitaux privés qu'il y a entre 6 000 et 7 000 blessés. Il y a beaucoup de malades qui ont été évacués des hôpitaux parce qu'ils ne sont pas prioritaires. Il n'y a pas assez de médecins pour opérer les yeux. Déjà, le premier jour, on avait dit qu'il y avait 500 personnes qui ont perdu la vue. Et aujourd'hui, on dit qu'il y en a beaucoup plus parce que les beepers, quand ils sonnent, on les regarde, on est assez proche du visage. Les yeux et les mains sont les plus endommagés dans ces opérations. Ce sont les cadres du Hezbollah, les membres du Hezbollah qui étaient ciblés. Oui, est-ce qu'on a une idée de la proportion aujourd'hui entre les combattants blessés ou tués et la population civile ? À vrai dire, ces beepers n'étaient pas diffusés à monsieur tout le monde. Ce n'était pas aux pâtissiers, aux boulangers. C'était les cadres pour pouvoir les communiquer avec eux. Et c'était donc c'est une très large majorité. Les fils des députés du Hezbollah. Il y en a 2 qui sont décédés dans cette affaire. Et les 2 fils du patron du renseignement du Hezbollah sont blessés. Sans oublier l'ambassadeur iranien à Beyrouth qui a perdu au moins un œil et qui a été transporté à Téhéran pour être soigné. Ça veut dire que il y a des civils qui ont été touchés, mais ils n'étaient pas destinés. Ils ne devaient pas porter ces beepers sur eux. Ils n'avaient pas à s'en occuper. C'est distribué au cadre du Hezbollah et non pas à monsieur tout le monde, encore moins aux miliciens du Hezbollah. Général Trinquant, vous connaissez, vous, très bien les modes opératoires de la cyberguerre. Est-ce que vous avez été surpris par cette attaque technologique ? Est-ce que vous aviez imaginé possible d'organiser la mise en place d'une petite charge explosive dans ces pagers et donc une forme de renseignement, parce qu'on le sait aujourd'hui, c'est le renseignement israélien qui a monté cette opération, d'une telle sophistication? Non, alors, on est passé de la cyberguerre, si vous voulez, sur lequel on va attaquer des appareils, à transformer ces appareils en bombes. Et c'est ça la nouveauté, en fait. C'est-à-dire qu'on arrive à rentrer dans les réseaux. Au passage, cette opération des services israéliens est sur le plan technique extraordinaire. C'est un montage de plusieurs mois pour arriver à ça, pour arriver à équiper d'explosifs, effectivement, les pagers, de savoir que ces pagers commandés par le Hezbollah vont aller au cadre, comme cela vient d'être dit, et deuxièmement, de rentrer sur le réseau qui va diffuser les messages. Parce que c'est bien de les équiper d'une bombe, mais en plus, il faut détonner. Donc, ça nécessite une infiltration de l'organisation même du Hezbollah. Mais comme ça a été le cas en Iran, quand le responsable du Hamas a été tué. Vous savez que 2 jours après, c'est le responsable de la sécurité des passes d'Aran qui a été arrêté parce que c'était un agent du Mossad. Donc, et je pense que ça a 3 effets. Le premier effet, c'est celui qu'on voit, perdre la vue, perdre les mains pour des cadres du Hezbollah. Deuxième effet, pour les services israéliens, d'identifier tous les cadres des Hezbollah. Pensez bien que dans les hôpitaux, il y a des gens qui sont en train de prendre les registres et qui relèvent l'identité de tous ceux qui sont là. Et le troisième effet, c'est un effet de créer l'incertitude et l'inquiétude. Aujourd'hui, vous imaginez la paranoïa des gens qui ont dit les pagers, maintenant les talkie-walkie, quelle est la prochaine étape? On a vu des scènes ahurissantes de Libanais jeter par terre leur téléphone portable. Je vous donne la parole dans un instant, mais la population civile, c'est important sur place. Comment réagit-elle? Bonsoir Hélène Salon, et merci beaucoup d'être en direct de Beyrouth. Vous êtes la correspondante Moyen-Orient pour le journal Le Monde. Je le disais, les scènes sont incroyables. On se dit que c'est la psychose collective sur place. Est-ce que vous le confirmez? Bonsoir, oui, on a vraiment une population qui est en état de choc, non seulement au sein de la base des partisans du Hezbollah, parce que la plupart des explosions sont arrivées dans des fiefs du Hezbollah, dans le sud de Beyrouth, dans la Bekaa, la plaine de la Bekaa, le sud du Liban. Donc là, vraiment, il y a eu une paranoïa, une terreur qui s'est répandue avec les explosions. Mais en fait, ce sentiment de choc s'est répandu à toute la population qui a subi un peu ces attaques aussi parce qu'il y a eu cet afflux dans les hôpitaux, qui a le sentiment que ça peut frapper partout, que maintenant c'est plus seulement sur le front, dans les villages du sud du Liban. La menace posée par les attaques d'Israël s'est étendue à toute la population. Alors justement, cette population, est-ce qu'elle
Elle redoute de revivre le cauchemar de la guerre entre Israël et le Liban, une guerre terrestre. Est-ce que ce scénario-là est déjà dans les têtes? Est-ce que certains Libanais cherchent à quitter le pays? Oui, on a rencontré des familles qui déjà ont pris leur billet d'avion pour partir dans les jours qui viennent. En fait, cette peur, elle s'est amplifiée depuis cet été, depuis les attaques qui ont eu lieu à Beyrouth et à Téhéran, et ici à Beyrouth le 30 juillet contre un haut cadre du Hezbollah. On a eu vraiment des départs en nombre. La saison touristique qui avait été totalement annulée avec des gens qui ne sont pas venus de la diaspora. Et là, on revit, en fait, les gens sont dans ce trauma déjà de 11 mois de guerre et surtout d'un été qui a été dévastateur et où les craintes étaient déjà fortes. Et là, on sent que la guerre se rapproche de plus en plus et donc les gens commencent leur disposition pour partir. Merci beaucoup. Merci Hélène Salon d'avoir été avec nous en duplex de Beyrouth. Jusqu'où est affaibli le Hezbollah, Gallagher Fenwick? Le coup, il est physique, évidemment, il est aussi moral et psychologique. Est-ce que quand on atteint un système de communication, ça obère des capacités peut-être militaires de cette organisation, de cette milice armée? Non, bien sûr, et Hassan Nasrallah, le secrétaire général de l'organisation qui s'est exprimé cet après-midi, l'a reconnu. Il a parlé d'un coup sévère et cruel, pour emprunter les mots qui sont les siens. Il a dit qu'une enquête était en cours pour déterminer le cheminement, la manière dont tout cela s'est passé, et a-t-il dit, les conclusions sont proches. Et puis il a promis, j'ai envie de dire presque comme d'habitude, parce que ce n'est pas la première fois, il s'exprime beaucoup quand même depuis certains temps, des représailles, en disant « je ne vous dirai pas de quelle nature elles seront, ni quand, ni où exactement ». Le Hezbollah a pris une gifle, c'est indéniable. Mais la question que je me pose, c'est pourquoi? Est-ce que c'est une gifle pour le dissuader ou c'est une gifle pour l'encourager? Et c'est ça qui me frappe dans cette histoire, c'est qu'il y a un contraste, à mon sens, saisissant entre la dextérité de l'opération et la nullité de la vision stratégique. Pour utiliser une métaphore triviale qui m'est venue à l'esprit, c'est comme si vous aviez une équipe de football qui joue le match de son existence, un match de barrage. Vous gagnez, vous montez, vous perdez, vous descendez. Et elle est en train de faire des petits ponts au milieu du terrain. Donc, chapeau l'artiste, c'est vraiment très très fort ce qu'ils ont fait. Mais au service de quoi? Et vous êtes très loin du but. À moins que l'humiliation soit juste l'objectif. Mais qu'est-ce qu'on fait à partir de cela? C'est la question de l'impasse stratégique. Je n'ai pas entendu de réponse claire de la part des décideurs israéliens pour le moment. Philippe Rigoulet-Rose, que veut Israël? Que cherche Israël avec cette attaque numérique, technologique, précisément? Est-ce que c'est un message à destination de la population israélienne, après la faillite des renseignements du 7 octobre, ou est-ce que c'est une intimidation, voire une déclaration de guerre au Liban? Il y a les deux aspects. De toute façon, par rapport au 7 octobre, c'est la restauration d'une forme de crédibilité qui avait été mise en cause. Il y avait une faillite stratégique qui a donné lieu au 7 octobre. Donc c'est une manière de montrer à la population, qui est inquiète, évidemment, avec la guerre, que effectivement Israël a retrouvé, on va dire, une crédibilité sur ce terrain. Et puis évidemment, c'est un message à destination de l'ennemi, en l'occurrence le Hezbollah, qu'il s'agit d'affaiblir. Alors toute la question, c'est de savoir effectivement dans quel but, parce qu'il y a un objectif d'abord concernant de guerre. Hassan Nasrallah lui-même a parlé, il a considéré que ça pouvait être vu comme une déclaration de guerre. C'est les termes qu'il a utilisés dans son discours, ce qui n'est pas anodin quand même, par-delà tout le reste, le verbiage est habituel. Bon, là, il y avait quand même quelque chose d'assez... Il nous déclare la guerre, mais pour autant, il ne l'a pas déclarée de son côté. Oui, mais justement, parce que le Hezbollah est dans une posture, depuis le début, de patience stratégique. Mais là, elle est mise à rude épreuve, et donc la question, c'est de savoir quel est l'objectif, effectivement, puisque du côté israélien, il y a pour la première fois officiellement l'objectif de guerre qui est de ramener les habitants délocalisés du Nord, qui ont été justement délocalisés pour cause d'insécurité avec les tirs du Hezbollah. Donc officiellement, c'est sécuriser une bonne fois pour toutes cette partie du territoire, le Golan, là, le but de guerre est effectivement officialisé. La question, c'est est-ce que ça va impliquer une opération militaire, ou est-ce que ce type d'opération qui vient de se produire est une opération destinée à faire comprendre à l'autre qu'il a intérêt à céder
pour éviter un conflit. Antoine Donc Basbous. c'est tout le problème, parce qu'il y a un dilemme. Quelle est votre analyse là-dessus? C'est la question centrale. Israël Que veut a pris Israël? une claque majeure le 7 octobre et là, il est en train de redresser sa dissuasion à l'échelle régionale. Gaza s'est démoli. Il n'y a plus d'infrastructures. C'est invivable pour la population. Le sud Liban, les villages frontaliers subissent le même sort. Aujourd'hui, le Hezbollah, qui avait déclaré la guerre à Israël le 8 octobre dernier, sur ordre de l'Iran, il est coincé. Ou bien il va de l'avant, et dans ce cas-là, il va subir une défaite majeure, ou bien il Alors recule. expliquez ça à nos téléspectateurs. C'est-à-dire que Le Hezbollah n'a aucun intérêt à s'engager dans un véritable conflit. Mais quand on regarde les moyens militaires du Hezbollah à la frontière, entre les ogives, les missiles, les drones, on se dit l'arsenal, il est là quand même. c'est vrai, sauf que cet arsenal est là pour protéger une éventuelle attaque contre l'Iran Oui. avant que l'Iran ne dispose de la bombe. N'est pas là pour protéger Gaza, ni pour ouvrir un conflit avec Israël. Donc il y a une façon de fixer une partie du Sahel sur la frontière nord en lançant des missiles de type Katyusha qui ont 30 ou 40 ans, quelquefois des drones, mais jamais aller à l'affrontement. Or, Israël aujourd'hui est pressé. Israël veut mettre au pied du mur et l'Iran et le Hezbollah, surtout qu'ils veulent faire ça avant le 5 novembre prochain et l'élection présidentielle américaine. Parce que pendant ce laps de temps, les États-Unis, il n'y a personne qui gouverne à la Maison-Blanche réellement. Personne ne peut dire non à Israël. Israël pense pouvoir entraîner les États-Unis dans une bagarre contre l'Iran et le Hezbollah, surtout contre l'Iran. Donc le Hezbollah, il est au pied du mur, Oui. ou bien il réagit. Mais là, Nasrallah, ce soir, il était pâle. Il n'avait pas le verbe haut comme d'habitude. Il ne levait pas le doigt. Il était vraiment timide. On ne le reconnaissait pas. Donc, Ça veut dire quoi d'ailleurs, cette timidité, Dominique Trinquant? Ça veut dire que l'Iran a très clairement dit à Hassan Nasrallah, il n'est pas question d'ouvrir un nouveau front ou même d'avoir une forme de vocabulaire extrêmement belliqueux. Mais- C'est ça, Hassan Nasrallah n'a pas d'autonomie stratégique sans l'Iran? Et surtout, en clair, les dernières opérations qui ont été faites par Israël contre l'Iran, comme contre le Hezbollah, ont montré la faiblesse des systèmes. Le système iranien est très faible. Aujourd'hui, les dirigeants iraniens ont peur de l'infiltration du Mossad et des capacités techniques israéliennes contre l'Iran. Et le Hezbollah, la même chose. Alors aujourd'hui, vous posiez la question de l'opération, quelle est la suite de cette opération? Le ministre de la Défense Galland, lui, le dit clairement. Lui, il dit on va aller Alors il dit déplacer le centre de gravité du conflit à la frontière nord. Il ne dit pas ouvrir un deuxième front. Oui, mais depuis le début, depuis 11 mois, il dit on ira jusqu'à Beyrouth. Il le dit. Hein. Simplement, je pense que, alors, vu de mon point de vue, c'est sous la pression, effectivement, de la population israélienne qui veut revenir sur la frontière sud du Liban. Mais ça serait une erreur majeure. Parce qu'aujourd'hui, avec les frappes ciblées, parce qu'il y a eu des frappes ciblées à Tyr, à Beyrouth, ailleurs, et avec ces frappes-là, il décapite complètement le Hezbollah et donc l'empêche d'avoir une action réelle. Et donc, en fait, ils ont beaucoup plus d'impact, alors qu'une invasion du Sud-Liban, au-delà du fait qu'il faut se rappeler ce qui s'est passé en 2006, ça n'a pas été très brillant quand même, mais au-delà de ça, ça isole encore plus Israël par rapport à la population aux autres pays. Regardez l'Assemblée générale des Nations unies qui a voté hier, 124 votes ont été contre Israël, 42 abstentions et très très peu de votes pour Israël. Donc ça veut dire que M. Netanyahou, qui va aller traverser l'Atlantique, à Washington, avec M. Trump, il peut avoir un soutien, mais en revanche, aux Nations unies, il va être totalement isolé. Donc il n'y a pas seulement la question de la relation avec le Liban, la relation avec le Hezbollah et la relation avec la population israélienne, il y a le fait qu'Israël se sente de plus en plus isolé, en fait. Oui, isolé et parfois rappelé à l'ordre par les Américains qui continuent à soutenir malgré tout Israël en lui livrant des armes. On est dans un moment de campagne, il reste quelques semaines, moins de 50 jours. Moins de 50 jours. C'est pour ça qu'il accélère, Benyamin Netanyahou. C'est précisément parce que, si je peux me permettre une nuance, je pense qu'il n'est pas vraiment rappelé à l'ordre. C'est-à-dire qu'on voit la plupart des grandes capitales ce soir qui effectivement encouragent vivement Israël à ne pas
mener d'actions supplémentaires qui mèneraient à une escalade régionale. Les États-Unis, en revanche, viennent de faire un communiqué, une déclaration, en condamnant les attaques terroristes du Hezbollah contre Israël. Donc n'attendez aucune déclaration de part et d'autre s'approchant d'une condamnation ou d'admonestation de la part d'un officiel américain à l'endroit de l'État hébreu à moins de 50 jours de l'élection. En fait, je pense on assiste à une sorte d'impasse stratégique, c'est-à-dire que le Hezbollah ne veut pas aller à la guerre, mais a toutes les raisons d'y aller, tandis que l'État hébreu veut absolument aller à la guerre, mais n'a pas encore vraiment les bonnes raisons pour y aller, ou de raisons légitimes. C'est-à-dire que Hassan Nasrallah, aujourd'hui, a dit « toutes les lignes rouges ont été franchies ». Israël s'est comporté de manière, je ne me souviens plus de l'adjectif ou de sa traduction, mais bref, à outrepasser l'espèce d'accord implicite, tacite ou quoi. Et comme l'a très bien expliqué Antoine Basbous tout à l'heure, il faut regarder, parce qu'il y a une grammaire de la munition, ce que le Hezbollah utilise. On est dans une forme de guerre de basse intensité, il y a des victimes de part et d'autre, il y en a beaucoup du côté libanais, il y en a des dizaines du côté israélien, de part et d'autre, il y a des maisons qui sont détruites et il y a des habitants, donc des civils, qui massivement ont dû fuir, mais il n'y a pas de rétablissement, de dissuasion de part et d'autre. Et donc, on a le sentiment, peut-être, d'avancer, effectivement, assez inexorablement vers un conflit qui sera dévastateur et qui aura un impact sur nous aussi, Européens. Et c'est ça, si vous voulez, la tragédie de cette situation, c'est qu'on ne voit pas pour l'instant d'acteurs majeurs, pas les Américains, pas les Nations Unies, personne dans la région, qui puisse mettre un bâton pour bloquer cet engrenage funeste. Vous partagez ce pessimisme, il n'y a aucune perspective de trêve, de négociation, que la politique, que la communauté internationale reprenne un peu de poids ? La communauté internationale, il faut mettre des guillemets, parce que c'est toujours une terminologie qui est un peu évanescente. En revanche, il y a une rationalité quand même des acteurs. C'est ça qui permet d'évaluer la situation. L'ensemble des acteurs est quand même globalement rationnel pour l'instant. On le voit puisqu'il n'y a pas de logique escalatoire incontrôlée. Puisque aucun des grands acteurs ne souhaite rentrer dans une déflagration en sachant qu'il y aurait des attendus incontrôlables, justement, et insoupçonnés. Mais effectivement, il y a une période très dangereuse, c'est la période de l'élection américaine, juste avant. C'est un trou noir, effectivement, en termes décisionnaires. Et puis, ça laisse éventuellement, ça favorise l'effervescence au niveau local et potentiellement, effectivement, des dérapages qui seraient susceptibles d'être incontrôlés. Et on a vu le risque avec l'affaire du Golan, quand il y a eu l'attaque sur le Golan. Oui. C'était pas loin de ce point de vue-là. Ça a été contrôlé, c'est-à-dire que c'est encore contenu, mais effectivement, c'est un peu au bord du gouffre d'une certaine manière, et c'est ça qui fait le danger de la situation. Et l'Iran dans tout ça, Antoine Basbous? L'Iran a très peur d'une action israélienne entraînant les États-Unis dans leur sillage avant le 5 octobre. Et c'est pourquoi ils ont... 5 novembre, pardon. Et c'est pourquoi ils ont nommé un président de la République pour remplacer Raïssi, qui lui est favorable à une discussion avec les Américains pour lever les sanctions et acheminer 100 milliards de dollars d'investissement en Iran. Donc les Iraniens ne veulent nullement. Ils ont promis de venger la mort de Haniyeh. Ça fait 7 semaines, ils n'ont absolument rien fait. Et à vrai dire, les Occidentaux donnent un feu vert-orange à Israël pour agir. Les Arabes aussi. La plupart des pays arabes également sont très contents de voir le Hamas, c'est-à-dire la branche palestinienne des frères musulmans, écartée, et le Hezbollah, le bras armé de l'Iran en Méditerranée, écarté. D'ailleurs, un mot, le Hezbollah, qui a engagé la guerre contre Israël, c'est à la demande de qui? Sur ordre de qui? Avec quelle légitimité? Il a vidé les institutions libanaises, et c'est le guide suprême du Hezbollah, qui dirige le pays avec un gouvernement de petits télégraphistes à ses ordres. Donc, c'est une anomalie dont il faut souligner la présence. Le Hezbollah, aujourd'hui, pour ceux qui nous regardent, c'est bien plus qu'une milice armée. C'est un parti politique, c'est même un État dans l'État. C'est l'État aujourd'hui, et Nasrallah, on l'attend partout. Quand il s'exprime, tout le monde regarde et commente.